Aujourd'hui, je vais vous raconter une soirée exceptionnelle à laquelle il m'est été donné d'assister il y a 2 jours dans un restaurant dans le centre de Paris où j'ai pu rencontrer un vigneron, un jeune vigneron, Tino Kuban, d'origine allemande, qui est installé en Bourgogne et qui est en train de produire avec son domaine des jardins vivants un des plus grands trésors, je pèse mes mots, de la culture du vin dans le monde. Un tout petit domaine, donc très peu de production, peu de cuvées. Il y en a quand même quelques-unes, mais à chaque fois c'est quelques centaines de bouteilles. Et nous avons eu cette chance énorme de pouvoir déguster ces vins différents tout au long du repas, accompagnés par la cuisine de Matan Zaken, qui est un jeune chef donc, qui tient ce restaurant qui s'appelle Nome Paris, qui est en plein centre de Paris, et qui vient aujourd'hui même d'accrocher sa première étoile Michelin. Alors donc nous le savions le soir du restaurant, mais ce n'était pas encore officiel. Là, ça l'est, puisque il a été décoré de cette étoile tellement convoitée par les jeunes chefs. Et donc félicitations à Matan pour cette superbe consécration. Et je peux vous dire que la cuisine méritait très largement, mais très largement, une étoile. J'en dirais pas plus, c'était absolument exceptionnel. Bien, alors Tino Kuban était donc de passage à Paris, une soirée organisée par Gaël Pellerin autour d'un noyau de grands amateurs de vin, tous passionnés, euh, sans artifice. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette soirée. On était là, d'une certaine façon, dans une sorte d'intimité, dans un coin du restaurant, tout à côté d'ailleurs des cuisines. Nous avons pu d'ailleurs beaucoup échanger avec le chef, qui est venu souvent venir nous expliquer les plats. La cuisine est à part, mais elle est presque intégrée à l'espace du restaurant. Et Tino était avec nous et nous a commenté tous les vins que nous avons dégustés, mais de manière extrêmement directe, sans artifice, comme sont ces vins, qui sont des vins très directs, sans artifice, mais avec une générosité et une passion qui était tellement communicante que nous sommes sortis de là euh, ayant conscience d'avoir passé un moment historique pour nous, qu'on conservera longtemps dans nos mémoires. Et c'est pour cette raison que je souhaite partager ce moment avec vous, avec 2 jours de différé, parce que ce sont des moments tellement exceptionnels qu'on a envie, en fait, de les partager avec un plus grand nombre, même si le principe même de cette dégustation était d'être très peu de monde. Voilà. Alors, comment ça a fonctionné? Nous avons commencé d'abord par 2 champagnes d'Aurélien Lurquin, qui est là aussi un grand vigneron champenois, qui fait aussi des champagnes très racés, très fins. Et donc nous avons pu déguster la même cuvée en fait sur 2 années, 2 bases différentes et 2 dégorgements successifs. C'était une excellente manière de se mettre en bouche avec les amuse-bouches du chef. Et ensuite, nous avons attaqué les vins de Tino. Alors, Tino Kuban est aujourd'hui de plus en plus connu pour les jardins vivants, mais aussi pour sa maison de négoce qui s'appelle la maison Glandian. Et en fait, quand on ne connaît pas, on s'imagine qu'il y a d'un côté des vins de négoce, achat de raisins, production de cuvées de négoce, et de l'autre côté, les jardins vivants, et donc les vins du domaine. Et si c'était aussi simple, non, c'est pas aussi simple. En fait, il y a du Glandien qui n'est pas du négoce. Tous les jardins vivants, évidemment, c'est du domaine. Donc, on retrouve des vins de domaine dans les vins de la maison Glandien. Et il y a même un troisième label, donc à côté de Maison Glandien et des jardins vivants, qui a été lancé, qui s'appelle l'Origine. Voilà. Tout cela fait que ça fait évidemment le monde de Tino. Et le monde de Tino prend sa source en fait dans l'achat d'un domaine
que certains connaissent, qui était un domaine très confidentiel, de Bernard Van Berg, qui est un Belge, qui était un grand passionné de vin, et qui n'était pas vigneron œnologue à la base, et qui a appris ça sur le métier en essayant de le faire comme lui il le sentait. Et donc il a produit des cuvées sur lesquelles il avait toujours marqué le vin tout simplement. Le vin tout simplement parce qu'en fait il a essayé de faire des choses le plus naturellement possible. Et Tino a donc eu vent de la vente de ce domaine, a racheté ce domaine. Il y a eu beaucoup de travail qu'il a fait depuis le rachat au niveau des vignes, parce que ça faisait quand même très longtemps que ce domaine était en exploitation. Et bien entendu, quand quelqu'un arrive de nouveau, ben, il est dans l'investissement, il n'est pas on va dire, dans le fait de continuer à faire fonctionner le domaine dans les meilleures conditions. Là, il s'agit vraiment d'imprimer ce que lui pensait avec ses connaissances d'œnologue et de vigneron. Il a fait des études, il a travaillé dans une dizaine de domaines, donc il a quand même pas mal valdingué avant d'arriver là, et il a imprimé sa façon de voir les choses, et sa façon de voir les choses est un perfectionnisme porté à un plus haut niveau qu'on puisse imaginer. On peut toujours aller plus loin. Il est encore au début d'une carrière, donc on lui souhaite le plus grand succès dans les années à venir. Alors, nous avons commencé par une bouteille, une cuvée de la maison Glandien, qui s'appelle La Terre Rose, qui est un vin qui m'a tellement frappé comme entrée en matière, même malgré les deux beaux champagnes de Lurquin. C'est en fait un vin domaine qui est déclassifié en négoce, donc déclassé par Tino. En fait, il nous explique que la différence pour lui se situe pas au niveau des parcelles, se situe pas au niveau des pieds, se situe à l'intérieur des ceps, à l'intérieur des pieds. Et en fonction de la taille des grappes, quand les grappes sont plus grandes, donc moins concentrées, il a tendance à déclassifier en vin de négoce. Et quand la grappe est plus petite et donc plus concentrée, donc produit du jus évidemment plus intense, c'est ça qui va dans les jardins vivants. Donc là, on est sur étiquette Maison Glandien, La Terre Rose, moitié aligoté, moitié pinot noir. C'est pas tous les matins que vous entendrez parler d'une cuvée en Bourgogne. Alors tous ces vins sont en vin de France, donc vous vous embêtez pas. Il y a évidemment des parcelles qui sont hyper bien situées, d'autres qui le sont peut-être moins sur une carte de grand cru, mais qui produisent des vins de dingue. Et là, donc c'est 250 bouteilles, quand même pas beaucoup, et c'est même très peu. Et un vin d'une couleur alors doré, légèrement rosé, et avec des arômes de fruits senti, moi, des choses qui sont assez exceptionnelles, tellement fleuries et tellement poétiques que j'ai pas trop envie en fait de mettre des mots là-dessus. Il faut l'avoir goûté dans sa vie. Ensuite, nous sommes passés à l'autre label, donc l'origine, le troisième label, sur une cuvée qui s'appelle La Terre, qui a sur 2021, donc là on est sur un vin qui a été aussi déclassé à cause de l'année en fait, et 100% aligoté des vignes centenaires. Là c'était d'une grande rectitude, d'une grande pureté, d'une grande définition. C'était absolument magnifique. Et à partir de là, nous sommes passés dans le champ, on va dire, des vins du domaine, donc étiquetés du domaine, parce que jusque-là, nous avons dégusté que du domaine, mais là, c'était vraiment étiqueté, donc les jardins vivants. Donc là, c'était les REP FS. Il en fait 2 fûts et demi, c'est quand même très peu. Et c'est très peu soufré. Il y a quand même un peu de soufre, mais très peu.
on est sur des rendements de 12 hectolitres à l'hectare. Et là, sur une cuvée qui titre à 14 degrés, voire 14,5, je pense que, effectivement, moi je voyais plutôt 14, c'était 14,5. Et c'est absolument magnifique. Là, on rentre dans le, alors, on rentre dans le vif du blanc des jardins vivants, qui sont des vins absolument exceptionnels. Et ensuite, nous avons goûté deux cuvées quasiment en même temps, les Vaux et les Magny. Donc les Vaux et les Magny sont deux cuvées que nous avons goûtées en 2020. Alors, déjà, ce qui est assez surprenant, parce que vu la pureté des vins, on s'imagine que ça ne passe pas en fût. En fait, ça passe en fût neuf. Et ces fûts neufs sont tellement intégrés et tellement peu présents qu'il est rare qu'on ait ne serait-ce qu'un tout petit peu de sensation de bois ou de vanille, pas du tout. Et là, on est sur les Magny. Alors, je commençais peut-être par les Vaux. C'est la même parcelle en fait que la terre en blanc. Donc là, c'est si vous m'avez bien suivi, ce sont les petites grappes, donc plus concentrées, 247 bouteilles. C'est foulé au pied, c'est rempli en bouteilles. Alors toutes ces bouteilles-là sont remplies avec des chèvres à deux becs. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo de Coach Dury avec la chèvre à deux becs ou d'Henri Jaillet, vous comprendrez ce que c'est. Donc voilà, des petites grappes. Et les Magny, alors c'est du chardonnay muscaté, donc c'est une variété de chardonnay. Il y a une partie qui a 150 ans, énorme, et une autre partie, alors c'est des vignes un peu plus jeunes, donc, donc il y a un tiers 150 ans et deux tiers des vignes qui datent de 1951, donc qui ont 70 ans. Et on est sur des rendements, alors là, sur les deux cuvées, entre 5 et 7 hectolitres à l'hectare. Alors, il faut bien voir qu'il y a un tri de dingue. Les raisins, évidemment, sont beaucoup plus concentrés et beaucoup plus petits. Et on est évidemment sur des vins absolument exceptionnels. Je pense qu'on s'en souviendra toute sa vie. Et en particulier la cuvée Les Magny qui nous a scotché à un point qui est assez dingue. Alors ensuite, nous avons dégusté Ambusigny blanc, qui est un vin. Alors on est sur un 2019, 133 bouteilles. Voilà. Comment voulez-vous servir même notre groupe avec 133 bouteilles? Je pense qu'on lui prend toute sa cuvée. Et quand il devient connu non seulement en France, mais dans le monde, je vous laisse imaginer. Donc là, on est sur des vignes de 120 ans et 100% chardonnay, à nouveau. Magnifique, magnifique. Alors, après les Magny, c'était un registre très différent, parce qu'autant les Magny, il y avait un condensé aromatique qui était puissant. Là, on était plus sur quelque chose d'un peu plus aéré. Et franchement, c'était superbe. Ensuite, nous sommes passés alors à la LEX. Là, nous sommes à nouveau sur la Maison Glandien en 2020, sur des pinots noirs de 70 ans. Voilà. 100% avec les rafles. Et nous avons terminé sur deux cuvées de rouge. Donc, nous avons terminé deux cuvées de rouge après la donc des cuvées de pinot noir qui s'appellent Ambel Rose en 2019 et 2020. Alors, ce qui était étonnant, c'est de voir le style de Tinot sur des vins rouges qu'on projette mal quand on goûte ces blancs, mais les rouges sont très terriens, qui reproduisent encore plus, je trouve,
la sensation de terroir. Et il y a un charme fou à ces vins rouges. Alors, certains disaient qu'ils étaient plus impressionnés par les blancs que par les rouges. C'est sûr que quand on a goûté certaines cuvées, comme, les Magny, c'est clair que la barre est tellement haut que ça devient très compliqué. Mais les rouges étaient magnifiques et je suis tombé amoureux dans Belle Rose 2020, beaucoup plus que 2019. Je trouve que cette année-là, le vin était exceptionnel. Alors, je suis reparti avec la bouteille, comme souvenir, la bouteille vide. Et là, en arrivant chez moi, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait en fait un petit fond. Et ce petit fond, je vais les déguster avec vous en remerciement de cette soirée à Tino Cuban et bien évidemment au restaurant et à notre géo-organisateur. Donc là, c'est juste quelques gouttes de ce qui reste au fond de la bouteille. Donc, vous allez voir que ce n'est pas beaucoup. Donc voici la bouteille que je garderai en souvenir. Et voilà. Et donc là, nous sommes sur cette très belle couleur qui est un rouge rubis brillant, translucide, qui déjà vous renvoie beaucoup de poésie. Alors, ce que je disais, c'est très terrien. C'est beaucoup de fruits et d'épices. Un côté parfois presque mentholé. Donc là, on est sur le 2020, c'est un vin encore jeune, mais c'est un vin très expressif. Je pense que le 2019 est peut-être parti dans un passage où il s'endort pendant quelques années. Le 2020 est encore très expressif au nez. Il y a un côté tellement fleuri, et un mélange de fleurs, de fruits et de terre. Voilà. Je retrouve ces tanins, il y a un côté presque café, marc de café, mais sur une aromatique incroyable, presque un peu de gras là au fond de la bouche, presque foie gras qui appellerait du foie gras, et puis ce fruit dense, et dire que ça passe dans du bois, maintenant je le sais, mais c'est très, très difficile de le deviner, et sans doute parce que en fait ces fûts doivent être extrêmement bien choisis et doivent contribuer à cet élevage qui est en douceur. Et effectivement, là, on est face à un vin immense et cette gorgée a un goût d'éternité. Et je pense que c'est des vins, tout ce que j'ai dégusté ce soir-là, ont un potentiel d'évolution absolument grandiose. Et on se plaît à imaginer ce que ça vaudra en termes d'expérience gustative, de plaisir gustatif, de bonheur de partage dans 10 ans ou 20 ans. En tout cas, on est face à quelque chose de grandiose. Et voilà, j'ai beaucoup été ému ce soir-là. Et c'est cette émotion que j'ai voulu partager avec vous. Je vous dis santé et à bientôt.